Tu me glisses la balle et je marque. Parole d'un débutant à son capitaine Henri Michel. France-Tchécoslovaquie, mars 1976. L'entrée fracassante de Michel Platini sur la scène internationale signe le début d'une aventure comme le football français n'en avait jamais connue. Michel Platini, c'est à Nancy que l'aventure commence, mais ça aurait pu être ailleurs. C'est à Nancy qu'elle commence, oui. On ne peut pas dire que jusqu'à Nancy, j'ai été très heureux dans toute sorte de présélection, dans tous mes choix, etc. Puisque j'avais fait un stage en effet au FC Metz. Puis à la fin de la semaine, on passe des tests médicaux. Et durant ces tests médicaux, ils veulent évaluer la capacité pulmonaire des joueurs, des stagiaires. Et on va à l'hôpital, et puis à l'hôpital il faisait 40 degrés, il faisait très chaud dans la salle. Et on commence à souffler dans le spiromètre. Donc moi j'arrive à 1,2 litre, qui est ridicule. Bon, les autres arrivent à 2,3 litres, donc je me dis le spiromètre il marche pas. Alors je souffle plusieurs fois, une dizaine de fois dans ce spiromètre, et à un moment j'ai un manque d'arrivée d'air, je m'évanouis complètement. C'est à Nancy que le jeune Platini trouve refuge, le football club de Metz ayant laissé s'envoler l'oiseau rare. Michel a pour lui d'indéniables qualités techniques. Dès ses premiers matchs, ses premiers buts, on le compare à un illustre aîné, Roger Piantoni. Dès qu'il est joueur professionnel, il se met à flamber. Saison 74-75, année de ses 20 ans, il marque 30 buts et 29 la saison suivante. Nancy s'installe aux places d'honneur du football français, derrière les deux grands de l'époque, Nantes et Saint-Étienne. En 76-77, le jeune numéro 10 confirme. Son équipe se hisse à la 4e place. Platini termine second meilleur buteur avec 25 buts, derrière l'intouchable argentin Carlos Bianchi. Et pourtant, ses débuts en fanfare, Nancy faillit bel et bien s'en priver. Mon père a décidé d'arrêter d'être prof de mathématiques et il a préféré suivre son fils. Il a pris le risque de le suivre et d'investir là-dessus. Puis ensuite, il y a eu pas mal d'épisodes qui étaient bien, parce qu'à un moment, il voulait même me virer de l'Est Nancy-Lorraine. J'avais un précepteur qui s'occupait de mes études, et quand j'avais pas forcément de bonnes études, il a demandé à Albert Batteux et à Claude Cuny de me virer du club carrément. Formidable exploit durant la saison 77-78. À Nice, au stade du Ray, Platini réalise le match de la saison, inscrivant 4 des 7 buts de son équipe. Le mauvais élève se défoule sur le terrain. Son premier entraîneur chez les pros, Antoine Redin, compare ce gamin de 20 ans aux vieux briscards qui connaissent du football les moindres astuces. Devenu international, Platini est élu 3e meilleur joueur européen de l'année. Je crois qu'on avait les moyens de faire quelque chose de très important à Nancy, parce qu'on avait une génération qui était des grandes valeurs, avec des joueurs comme Jean-Michel Moutier, comme Olivier Rouillet qui est international, il y a eu Curbelo qui est international, il y a eu Paco Rubio qui est au port d'être international, après il y a Zégnier qui est arrivé, il y a eu de bons joueurs, on avait une bonne équipe. Je crois qu'on avait toujours eu la première ou la deuxième meilleure attaque. On était moins performants en défense, il faut dire que tous les milieux jouent en attaque, mais on avait quelque chose de très intéressant. Bref, un profil idéal pour la Coupe de France. En demi-finale, grâce à 3 buts d'Olivier Rouillet, dont celui-ci, l'AS Nancy-Lorraine écrase Sochaux 5-0. Nancy accède à la finale pour la première fois de son histoire. Platini, à l'origine et à la conclusion de cette action, inscrit l'un des 5 buts de son équipe. Un véritable festival pour le plus grand bonheur des 20 000 spectateurs de Marcel Picaud et de son président Claude Cuny. Michel s'était imposé dans le football professionnel très jeune, à 18 ans. Et c'est très difficile d'aller expliquer à des professionnels confirmés, pour ne pas dire des vieux pros, que le chef d'orchestre, ça peut être un jeune comme Michel Platini. Il y avait un chef d'orchestre mondialement connu qui s'appelait Roberto Benzi, qui très jeune, à 12 ans ou quelque chose comme ça, dirigeait les plus grands orchestres du monde. Et moi je disais, ben, Roberto Benzi peut bien diriger des orchestres de grand talent,
Eh bien nous, on a notre Roberto Benzi à nous, c'est Michel Platini, et il peut tout aussi bien diriger l'AS Nancy-Lorraine. Passé le cérémonial de présentation des joueurs au président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, la finale Nice-Nancy s'avère âpre, indécise. Il faudra cet éclair de lucidité du capitaine Lorrain pour libérer les supporters de Nancy présents au Parc des Princes. C'est le seul but du match. C'était pas un très bon centre de Paco Rubio, mais il a bien fallu se retourner, faire un très bon contrôle et essayer de la placer dans le coin parce que je suis très près de Dominique Baratelli et des deux défenseurs niçois. Pas un but très facile. Et bien sûr, c'était le point d'orgue d'une formidable équipe de copains, avec pour la première fois, je crois, de la part d'un président de la République, la bise. Et quand on a montré ça au public lorrain, ben pour nous, jeunes Lorrains qui aimions le football, qui se divertissions pour le football, ben c'était vraiment le point d'orgue, la grande aventure lorraine. C'est le premier grand trophée de sa carrière, le premier tour d'honneur. Dans la foulée de cette victoire, il partira avec les Bleus en Argentine, disputer sa première Coupe du Monde en 78. Hélas, au retour, une terrible blessure l'éloignera longuement des terrains. Il laissera seul ses camarades connaître les joies de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Et je crois me souvenir que lorsque Nancy a été européen, vous étiez blessé. Oui, on gagne la finale de la Coupe de France 1-0 au Parc des Princes. On part en Coupe du Monde et en revenant de la Coupe du Monde, un mois et demi après, je me blesse à Saint-Étienne avec Nancy. Et toute la période de la Coupe d'Europe de Nancy, ben, je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire ils ont fait 2 matchs. On a perdu contre le Servette de Genève. Voilà, on a fait 2-2 à la maison, on a perdu 2-1 à l'extérieur et je ne les ai pas joués. C'est une fracture de la malléole. Elle lui laissera toujours une raideur à la cheville. On s'est qualifié pour la Coupe d'Europe grâce à Michel Platini. Et malheureusement, il s'est blessé quand on a été pour disputer cette Coupe d'Europe. Et on a joué la Coupe d'Europe sans Michel Platini. Et si on avait joué avec lui, il y a beaucoup de choses qui auraient changé. Pas d'exploit en Coupe d'Europe. Mais dès qu'il revient sur les terrains, au printemps 79, la même régularité en championnat. Il s'agit de sa dernière saison à Nancy. Les buts succèdent aux buts, laissant pour toujours en Lorraine le souvenir et le regret d'un joueur à nul autre semblable. Les adieux émouvants ont lieu à l'issue d'une soirée inoubliable. Platini reçoit l'hommage de toute une ville. Mais il n'y a pas que Nancy. L'équipe de France profite également du génie de Platini. Ça commence, en ce qui vous concerne, par un match contre la Tchécoslovaquie. Oui, bon, pour reprendre dans l'équipe de France, là, en 76, j'ai commencé à être international militaire, international sport, international amateur, international olympique, international A. C'est vrai que vous avez fait les Jeux Olympiques? J'ai fait les Jeux Olympiques, oui. En 76, à Montréal, j'ai fait les Jeux Olympiques. Et donc, cette année-là, je termine en beauté par une sélection d'équipe de France, par un traumatisme crânien du final de la Coupe de France de Marius Trésor. Ah oui, oui, oui. Ah oui, une balle aérienne où vous tombez tous les deux bien KO. Ah non, 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 non. Moi j'ai marqué le but et lui il m'a cassé la tête. Hein, différent. Mais il faut dire qu'il avait une tête dure, Marius. Et donc je commence en équipe de France. Stéphane Kovac venait de partir, c'était le premier match de Michel Hidalgo. Stéphane Kovac est venu me voir plusieurs fois en D2 l'année précédente, mais il n'a jamais voulu me sélectionner. Et Michel Hidalgo décide de partir avec plusieurs jeunes. Ce départ a lieu lors de ce fameux France-Tchécoslovaquie. Depuis 1966, la France n'a plus connu l'honneur de disputer une Coupe du Monde. Michel Hidalgo, pour son premier match, convoque plusieurs jeunes, dont Michel Platini et Max Bossis, et quelques anciens parmi lesquels Henri Michel. Avec ce coup franc contre la Tchécoslovaquie, le premier d'une longue série, la France obtient le nul face aux champions d'Europe en titre. On pouvait démarrer plus mal. Dans les vestiaires, la décontraction du héros du jour surprend tous les observateurs, joueurs, journalistes et jusqu'aux nouveaux sélectionneurs.
Il était très estimé hors du terrain parce qu'il les faisait exploser de joie par ses exploits, mais aussi par ses mots. Et c'est ainsi que lors de son premier but en équipe de France, son premier match était également le mien. Lorsque les journalistes lui ont demandé après le match à quoi il avait pensé quand il a marqué ce but, et il avait fait éclater Marius Trésor parce qu'il avait dit « au Roquefort d'abord ». Sur cette lancée, les Bleus obtiennent de bons résultats. Platini marque contre le Danemark. Certainement le plus beau coup franc que j'ai marqué. On était très excentré, on était au coin des 18 mètres. Et il a fallu vraiment la lever. Regardez bien comme elle lève cette balle, elle va complètement dans la lucarne de l'autre côté. Viennent les qualifications pour le Mondial 78. Pour empocher le billet qui mène en Argentine, il faudrait d'abord réussir un bon résultat en Bulgarie. En première période, Platini et Lacombe entretiennent un fol espoir. La France ouvre le score grâce à ce coup franc de Platini. Exceptionnellement, l'arbitre Monsieur Foot nous siffle un coup franc. Et pour une fois, je la tape de l'extérieur du pied droit sans prendre beaucoup d'élan. Et le ballon va directement dans la lucarne. Puis c'est au tour de Bernard Lacombe. Il réussit le break sur un tir de Battenet repoussé par le gardien. 2-0 pour la France à la mi-temps. Les Bulgares reviennent à 2-1 sur un coup franc dévié par le mur. Ensuite, Michel, l'injustice commence. Une interception de Janvion, une passe en profondeur de Sénégal. Et pour une fois que je prends la défense adverse de vitesse, c'était très rare. J'arrive tout seul devant le gardien, je le crochette. Voilà, là il me descend complètement et Monsieur Foot commence son cinéma. Voilà, la deuxième injustice, c'est le deuxième but bulgare, l'égalisation, puisque ce but est complètement hors jeu. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils nous font ces arbitres? Je pense qu'on va se faire voler. Ne faisons surtout pas de faute dans les 18 mètres. Il fallait tenir. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. À 2 minutes de la fin, Penef s'écroule. Et l'arbitre Monsieur Foot nous donne un penalty. Et bien sûr, vous vous souviendrez toujours de ces paroles de Thierry Roland. Monsieur Foot, vous êtes un salaud. Est-ce qu'il y a un bon jeu? Est-ce qu'il y a une justice? Eh oui, il y avait une justice ce soir-là à Sofia. Puis la France bat l'Irlande. O'Leary, Brady, Martin, Giles, dépossédé du ballon pour Platini, peut-être le but. Oui, une faute de Giles et un but réussi par Platini qui n'a pas laissé passer l'occasion. Regardez, regardez bien. Et Giles qui reprend cette balle, bien fauchée par Six, Platini qui se précipite et qui va laisser aucune chance, il prend son temps, place bien son ballon à ras du poteau et c'est le premier but. Victoire 2-0 à Paris, mais au retour à Dublin, la France est battue 1-0. Voilà qui remet tout en question. Avec seulement 3 équipes en lice, le moindre faux pas peut s'avérer fatal. Le dernier match au parc contre les Bulgares sera décisif. Tout cela, Michel, vous rend un peu mauvais joueur. Mais c'est un petit croc-en-jambe, monsieur l'arbitre. Une belle victoire en amical contre la Suisse entretient le moral. Platini marque un des 4 buts français, évidemment, sur coup franc. Une troisième façon de tirer le coup franc, la mettre au deuxième poteau, puisque le gardien avait anticipé au premier poteau. Ce qui nous permet d'avoir une trajectoire courbe et la fouetter fort de l'intérieur du pied pour que le ballon puisse prendre de la vitesse. Arrive ce match historique contre les Bulgares, ce 16 novembre 1977, alors qu'il fête sa 12e sélection. Michel Platini, comme Dominique Rocheteau, qui marque ce premier but, sait qu'il a rendez-vous avec son destin. Platini, en seconde période, foudroie Goranov des 20 mètres. Un tir rageur, déterminé. Cette fois, le public du parc y croit. Quelle soirée, quel public. C'était une Marseillaise d'enfer chantée par les 45 000 spectateurs. Important de se pencher sur la balle quand on va frapper. Le ballon va directement dans la lucarne. Malgré le retour au score des Bulgares, un troisième but, signé d'Alger, à 1 minute de la fin, prend des allures d'apothéose. La France au mondial. On n'osait plus y croire. Hidalgo porté en triomphe, Ray, Janvion, Trésor, Bossis, Guillou, Platini, Battenet, Lacombe, il faudrait les citer tous.
Je garde un souvenir plein d'émotions de ce match parce que c'était un match qualificatif et de nouveau, bien, la France retrouvait la Coupe du Monde, mais surtout parce que c'était un Parc des Princes chaleureux, il n'y avait pas d'agressivité, parce qu'il y avait une équipe de France très jeune, généreuse, et il y avait une parfaite osmose, une communion entre ce public et l'équipe de France. Sur sa lancée, le 11 d'Hidalgo obtient en matchs amicaux des résultats prometteurs. À commencer par ce nul historique à Naples contre l'Italie, 2-2. Un coup franc de Platini fait suite à l'ouverture du score par Battenet. Un début de notoriété en Italie puisque j'arrive dans le même match à marquer 2 buts au légendaire Dino Zoff. Pensant que l'arbitre avait sifflé, je tire le premier coup franc, le ballon paf, pleine lucarne. J'avais même peur que Dino se fasse mal sur le poteau. Mais l'arbitre, monsieur Martinez, espagnol, me le refuse. Les gens pensaient que j'avais marqué consécutivement les 2 coups francs. J'ai gagné beaucoup de paris en Italie. Mais en effet, le deuxième coup franc se passe un quart d'heure après le premier. À la 81e minute, monsieur Martinez redonne un coup franc. Et là, voyant Dino Zoff anticiper, vous le voyez anticiper, ben, je la mets au deuxième poteau, comme contre la Suisse. Platini s'offre ensuite le Brésil. 1-0. Match sans enjeu, certes, mais victoire aux allures de symbole avec ce tir du gauche. Quel milieu ils avaient, les Brésiliens. Zico, Cerezo, Rivellino, Dirceu. On avait bu le bouillon jusqu'à la tasse, jusqu'à la 86e minute. J'avais pas piqué une cacahuète jusqu'à ce moment-là, et le ballon me revient dans les pieds, et du gauche, de 16 mètres, je bats le gardien brésilien. À Villeneuve d'Ascq, un autre but de Platini contre la Tunisie clôture en beauté la préparation des tricolores. Mais le sort n'a guère été favorable. Au mondial, il faudra rencontrer l'Argentine, chez elle, la Hongrie, adversaire toujours difficile, et en guise de hors-d'œuvre, l'Italie, autre référence incontournable du Gotha. France-Italie, coup d'envoi. Le match démarre bien. Les Français marquent par Lacombe le but le plus rapide de l'histoire du mondial jusqu'alors. L'équipe de France peut-elle surmonter son trac et faire la course en tête? C'est l'expérience qui fait la différence. Paolo Rossi d'abord. Zaccarelli ensuite. Tous les deux donnent à l'Italie une courte victoire. Les Français n'ont pas à rougir, mais les voici en posture délicate pour le match contre l'Argentine. Devant 78 000 spectateurs, Passarella, sur un pénalty provoqué par Trésor, encore contesté aujourd'hui, marque, juste avant la mi-temps, un but qui fait mal. Car les Français ont parfaitement résisté jusque-là dans une ambiance hostile. La deuxième période accroît le suspense. Platini égalise, alors qu'il reste une demi-heure à jouer. On se reprend à espérer. On espère d'autant plus que Platini lance Didier Six. Pour un ballon qui meurt au ras du poteau. On espère jusqu'à ce tir de Luque, au seuil du dernier quart d'heure. La France encore s'incline 2-1. Elle n'accédera pas au second tour de la compétition. Pour l'honneur, elle bat la Hongrie 3-1. Vêtue de cet inhabituel maillot rayé, fruit d'un quiproquo proche de la farce. Cette petite touche d'absurde permet de ne pas oublier totalement une victoire de consolation. But de Lopez, Berdol et Rocheteau. Platini n'a pas souhaité débuter cette rencontre pour permettre aux remplaçants de participer.
Il rentrera en seconde période à la place du regretté Claude Papy. Il y a eu un va-et-vient chez moi à Nancy pendant plusieurs semaines où tous les grands présidents de clubs français sont passés, quelques managers de clubs européens tels le Bayern ou Mönchengladbach, voir les Italiens de l'Inter qui étaient venus, plus le Francis Borrelli, le Marseillais, etc., qui étaient venus chez moi. Je me souviendrai que Francis Borrelli m'avait offert un magnifique cerisier pour mettre chez moi. Et donc, tous ceux-là sont venus et j'ai décidé, il y a Garonner qui est venu, Garonner est venu dans un premier temps, puis j'ai dit oui, voilà, je veux ça, je veux tel argent. J'ai dit ça à tout le monde pour pas faire de surenchère. Et puis à un moment, quand ils m'ont tous dit oui, ben, j'ai choisi, puis je vous téléphonerai. J'ai pris contact avec les dirigeants de Nancy, avec Michel Platini, bien sûr, et nous sommes mis d'accord sur un accord qui spécifiait qu'à la fin de la saison 1978-79, Michel Platini viendrait à Saint-Étienne. Cet accord était secret, effectivement, mais ne comportait pas de spécification particulière, si ce n'est que la parole des hommes. Auréolé d'une finale de Coupe d'Europe perdue d'un rien, l'AS Saint-Étienne espère en la venue de Platini. Et celui-ci espère en son nouveau club. En championnat, le nouveau numéro 10 trouve vite ses marques, offrant aux spectateurs de Geoffroy Guichard des buts de haute facture. Pourtant, en cette saison 79-80, les Verts, pour 3 petits points, doivent laisser le titre à leur grand rival d'alors, le Football Club de Nantes. Platini a marqué 16 buts dans ce championnat. Parler de déclin serait exagéré. En Coupe d'Europe, cette même année, les Verts tirent un feu d'artifice inoubliable contre les Hollandais d'Eindhoven, équipe qu'ils connaissent bien. 6-0 sera le score final. 3 buts marqués en à peine 5 minutes de jeu, du jamais vu en Coupe d'Europe. En seconde période, un coup franc bien placé permet à Platini d'aggraver le score. Rousset s'échappe et porte la marque à 5-0, avant un dernier but sur pénalty de Johnny Rep. Hélas, à cet exploit succède une cinglante déconvenue face aux Allemands de Mönchengladbach. On a fait des exploits historiques, mais qui n'ont pas eu de suite. Je crois que les matchs à Hambourg, quand on gagne 5-0, ou le match d'Eindhoven, on gagne 6-0, ont été extraordinaires. Je crois que tous les gens avaient retrouvé un élan en ce qui concernait les Stéphanois. Mais ensuite, on a perdu les 2 matchs après, quoi, parce qu'on partait à l'abordage, on avait une équipe qui était plutôt offensive, et puis on se faisait souvent prendre en compte les 2 matchs contre Mönchengladbach et contre Ipswich. Ce match contre les Allemands de Mönchengladbach démarre pourtant bien avec ce pénalty transformé par Platini.
Mais dans la demi-heure suivante, les Verts, en contre, sont balayés et encaisseront 4 buts sur leur pelouse. Voici les 2 buts les plus spectaculaires. Saint-Étienne fait la course en tête en championnat durant la saison suivante 80-81. Pour Michel Platini, cette année marque une indéniable progression dans sa carrière. Il marque 20 buts sur tous les terrains de France. Je vous propose de voir la plupart d'entre eux. Des coups francs, donc marqués du pied droit. Mais aussi, bien sûr, des buts marqués de la tête, du pied gauche, bref, des buts marqués dans toutes les situations. Avec le maillot stéphanois comme sous celui de l'équipe de France, Platini est devenu un buteur parfaitement complet. Formidable performance pour un homme du milieu de terrain. Également présent en Coupe de l'UEFA, la légende de Michel à Saint-Étienne passe par la magie d'un match demeuré fameux. Soirée de folie à Hambourg. Jamais, en terre allemande, une équipe française n'avait marqué 5 buts. On avait joué l'Allemagne, 8 jours avant, on avait perdu 4-1. On avait joué le samedi contre le dernier, on était premier du championnat. Contre Tours, on a perdu 2-1 chez nous, on nous prédisait d'en prendre une dizaine à Hambourg. Et miracle des miracles, nous gagnons à Hambourg 5-0 en écrivant une des grandes pages de l'AS Saint-Étienne avec une équipe qui n'était plus certes les vrais Verts, mais qui était quand même les Verts. Et le 5e but est à la suite d'une passe décisive de Castaneda. Je continue jusqu'au 18 mètres, il y a un appel superbe de Rep qui me dégage le chemin et je frappe. Mais alors, comment expliquer cette nouvelle humiliation face aux Anglais d'Ipswich quelques mois plus tard et à Geoffroy Guichard qui plus est? On attend, tout le monde aussi mis au 2e poteau là-bas. Muren a donné à Gates. Appui sur Gates, oui. Oh, beau centre. Oui, but de Mariner. Extraordinaire combinaison sur ce coup franc avec une feinte de frappe au début de Arnold Muren. Brésil, Mariner, Larios, Thyssen, Walk, frappe instantanée, but. Oh, quel joli but de Muren! Sur cette frappe instantanée de Muren et but imparable. Mariner. Tout semble facile à ces Butcher. Attention, ça va très haut. Et but qui rebondit sur le poteau. Nouveau but réussi par Work qui frappe l'intérieur du poteau. Et nous voilà à 4-1 en faveur de Ipswich. Il reste alors la Coupe de France, dont voici la finale contre Bastia, et le championnat. Au printemps, Platini et les siens visent le doublé. Mais dans un match au dénouement plutôt inattendu, c'est Bastia qui emporte l'édition 81 de la Coupe de France. Martialis a ouvert le score, ce raid de Roger Mila déclenche la joie des Corses. Malgré un pénalty, la Coupe échappe aux Stéphanois.
Belle consolation tout de même, l'ancien Nancéen gagne son premier titre de champion de France, arraché lors de la 38e et dernière journée devant Bordeaux. Platini signe les 2 buts de la victoire et offre au public stéphanois le 10e titre de champion de la longue histoire du club. Ce but de Lacombe ne changeant rien à l'affaire, liesse à Geoffroy Guichard. On avait les moyens de faire beaucoup plus, on aurait dû être 3 années de suite champion, si justement les Stéphanois avaient eu encore un peu faim et qu'il y avait encore une motivation de gagner dans ce club que je n'ai pas tellement trouvé. Et donc malheureusement ça s'est passé comme ça, mais non mais je regrette rien, j'ai beaucoup apprécié Saint-Étienne parce que c'est une ville superbe avec des gens fantastiques. 1982. Michel arrive au terme de son contrat. Tous les clubs français rêvent naturellement d'engager le désormais capitaine de l'équipe de France. Et les plus grands clubs étrangers lui font également les yeux doux. Il marque encore 22 buts cette année-là. Malgré ses exploits, 1982 n'est pas une année facile pour Michel Platini. Un 11e titre de champion et chapeau vert pour un tout petit point. Et c'est Monaco qui devient champion de France. En coupe, ce sera pire encore. Nouvelle finale face au PSG. Toko ouvre le score pour les Parisiens. Platini marque les 2 buts stéphanois. J'avais annoncé quelques jours auparavant que j'allais terminer ma carrière en Italie. Et ce dernier match était important pour l'AS Saint-Étienne et pour moi. Finir en beauté était primordial. Et nous avons perdu au pénalty après une très très belle soirée. Nous allons voir le 2e but que j'ai inscrit d'un pointu à Dominique Baratelli. C'est Jean-Claude Lemoux qui me chargeait un individuel. Mais lui, il a eu la chance de fêter ce titre au champagne. Tandis que moi, j'ai pu me raccrocher en disant, bah voilà, j'ai mis 2 buts. J'ai bien terminé, maintenant je vais tenter une autre expérience. C'était la fin, je pense, d'une équipe. Il y a eu la caisse noire qui a commencé, etc. 2-1. Mais dans les arrêts de jeu, Dominique Rocheteau égalise. Et c'est le légendaire baiser de Borelli. Platini, blessé, marque son tir au but. Mais c'est le PSG qui l'emporte. Énorme déception pour Platini et son président, ce qui n'enlève rien à son admiration. J'ai eu beaucoup de satisfaction et beaucoup d'admiration même de connaître l'homme, de connaître les valeurs de l'homme. Parce qu'en plus de ses valeurs, son talent de joueur, il avait des valeurs qui d'ailleurs ont permis dans sa vie, puisque j'ai commencé à les déceler moi-même par son séjour à Saint-Étienne, lui ont permis de faire le parcours que vous connaissez, qu'il a fait dans sa carrière. Il fallait qu'il ait effectivement de véritables valeurs. Après le mondial argentin, l'équipe de France alterne le bon et le moins bon. À Stockholm, elle l'emporte 3-1 dans un match de qualification pour l'Euro 80.
Platini marque le deuxième but. Une très très bonne passe de Bernard Lacombe entre plusieurs joueurs suédois. Une protection de balle puisque je fais un très mauvais contrôle. Se protéger par rapport aux défenseurs, c'est important. Se démarquer et frapper fort dans un angle fermé. Malgré cette victoire, la France n'ira pas au championnat d'Europe. La Tchécoslovaquie ira à sa place. Platini, blessé, manque plusieurs matchs de qualification. Blessure sérieuse qui intervient lors de ce match amical face aux USA qui ne pèsent pas lourd au Parc des Princes. Bonheur et malheur dans ce match. Bonheur sur ce coup franc. Malheur sur cet attentat perpétré par un défenseur américain. On ne reverra plus Platini pendant près de 6 mois. Michel Platini fête son retour par une victoire 5-1 contre la Grèce. Il marque 2 buts. Deux reprises de volée. C'est à Chypre qu'en septembre, la France entame son groupe de qualification pour le mondial. Platini, tire et but de Platini à la 20e minute. Kissonergis contré par Jean Tigana, très actif Jean Tigana, qui donne à Platini et but de Platini grâce à cette remarquable passe de Tigana. Les Bleus l'emportent finalement 7-0, puis reçoivent l'Irlande à Paris. Platini, puis Zimaco placent la France en tête de leur groupe. Mais vient ensuite une mauvaise passe. Défaite contre l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, défaite à Paris contre le Brésil 3-1, défaite encore en Belgique. Puis en Irlande. Là-bas, les Français perdent 3-2. Le match du 18 novembre 1981, où la France accueille les Pays-Bas, est devenu décisif. Une défaite et adieu l'Espagne. À 0-0, coup franc pour la France. Et Michel Platini, maître artilleur cette fois-ci. Sur le mur. Dans le mur. Et une main. Oui. Oui. Faute de Van de Corput, un peu avec l'épaule. Et un peu avec le bras. Deuxième chance pour Platini. Bon ben, de toute façon, comme il y en a eu 3 de bien placés qui ont été ratés tous les 3, on efface tout et on recommence. C'est de cet endroit-là qu'il avait battu Dinosov. Oui, contre la Bulgarie il y a 4 ans. Dinosov. Ah, Dinosov, non, je croyais que vous disiez le gardien de but bulgare. Mais c'était de cet endroit-là aussi. Allez, Michel. Voilà. Oui, Michel. Oui, oui, Michel. Oui, Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corput à la 8e minute de la partie. Oui, on efface tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel. On le voit sous un autre angle. Je le sentais ce coup franc. Et Bernard Lacombe est en embuscade. Ah, il est beau, hein. Sur magnifique. le petit filet.
Impeccable. Jean Gigny a poursuivi de la tête pour Rocheteau. Rocheteau. Six. But. Oh, quelle est belle! Entre Six et Rocheteau. Magnifique but réussi par Didier Six sur cette remise de Rocheteau. C'est du grand art. C'est fini, nous sommes en Espagne. Alors que monsieur Garrido voulait le ballon, mais que c'est Tigana qui part avec le ballon sous son maillot. Qualification en poche, la France accueille l'Italie en match amical. En gagnant 2-0, Platini et le débutant Daniel Bravo inscrivent en février une page historique du football français. Pareil exploit n'était pas arrivé depuis 60 ans. Omniprésent sur le terrain, le numéro 10 français a singulièrement attiré l'attention de l'autre côté des Alpes. Il tire sur la transversale. Il a encore marqué à Dino Zoff. La Coupe du Monde s'annonce bien. En fait, la Coupe du Monde 82 ne pouvait démarrer plus mal. À peine 1 minute de jouer, Rapson inscrit l'un des buts les plus rapides de l'histoire du mondial. Malgré Gérard Soler, auteur de l'égalisation, l'Angleterre installe d'entrée le doute dans l'esprit des Bleus. De nouveau, Rapson. Puis Mariner trompe encore Ettori par 2 fois. Score final 3-1. Les Bleus se reprennent contre le Koweït dans un match houleux, ponctué d'incidents. Ils marquent 6 buts, dont 2 seront refusés. Les Français s'imposent finalement 4-1 grâce à Genghini, Platini, Six et Bossis. Sur les 2 buts qui viennent, on apprécie les qualités de buteur et passeur de Michel Platini. De marquer des buts ou faire des passes décisives, c'est toujours le même grand plaisir. Là, ce but est bien, mais la passe de Alain Giresse est formidable aussi, puisqu'elle est la même que Bernard Lacombe tout à l'heure, c'est-à-dire une passe en profondeur. Et là, c'est marqué un petit pointu. Le pointu est une arme redoutable devant le but, et Romario le sait bien. Puis bien sûr, après, il faut la passe, mais l'amorti de poitrine de DJ Six est formidable, puisqu'il fait un amorti, et puis derrière, il la remet juste au but. Il y avait beaucoup de joie, puisqu'il y avait beaucoup de tension dans le groupe France à ce moment-là. L'épisode du sifflet et du chèque descendant sur le terrain est désormais rentré dans la légende du mondial. Quant au 4e but, c'est encore un événement. C'est le seul marqué en équipe de France par Maxime Bossis. Contre la Tchécoslovaquie, Didier Six offre une bonne chance aux Français d'accéder au second tour. Mais un pénalty de Panenka laisse planer le suspense. Et lorsqu'Amoros sauve peu après sur sa ligne, on se dit que le coup n'est pas passé bien loin. Terminant second de leur groupe, les hommes d'Hidalgo s'en trouvent paradoxalement mieux lotis. 82, je dis, ça faisait 1 an et demi qu'on ne gagnait pas un match. Et c'est par des circonstances un peu spéciales que nous arrivons dans un groupe qui comporte l'Irlande, l'Autriche et la France.
l'Irlande avait battu l'Espagne quelques jours avant, et l'Allemagne avait perdu contre l'Algérie aussi en Coupe du Monde, et l'Autriche finit première. Donc première l'Irlande, première l'Autriche de leur groupe, et nous, deuxième de notre groupe, on se rend compte. C'était le groupe le plus facile, parce que d'autres groupes, il y avait le Brésil, l'Italie et l'Argentine. Notre groupe avait l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne. Et donc on s'est retrouvé dans un groupe où on gagne 1-0 contre l'Autriche, on gagne 4-1 contre l'Irlande, et on se retrouve en demi-finale. Contre l'Autriche, Platini est absent, mais indéniablement ce coup franc de Genghini possède un air de famille. Face à l'Irlande, Rocheteau et Giresse s'offrent un véritable récital. C'est Platini revenu qui fait la passe décisive sur le premier but. Rocheteau est ce jour-là dans une forme extraordinaire. Forte de ces deux victoires, la France accède ainsi à la demi-finale. 24 ans après Coppa, Fontaine et Vincent. Et c'est une page d'histoire du football qui s'écrit à Séville, le 8 juillet 1982. En face, il y a l'Allemagne. C'est un match d'anthologie, très très beau match. Mais je ne pense pas que nous avions les qualités pour battre l'Italie par la suite. Il était très déçu, on était éliminé de la route de la finale. Mais il n'y avait pas de regret parce que l'équipe avait joué avec tous ses moyens, avait mis tout ce qu'elle avait dans le cœur et dans le ventre. Donc, déception, mais pas de regret. Nous voici en 1982, Michel Platini, et vous avez décidé de quitter la France. Oui, je pense qu'il était intéressant pour moi de progresser puisque j'avais connu le meilleur club lorrain, le meilleur club français avec Saint-Étienne, et il fallait que j'aille ailleurs pour tenter une nouvelle expérience. Moi, j'étais en contact très avancé avec Arsenal de mon côté parce que je parlais très bien anglais. Et Boniperti avait appelé Bernard Genestar pour le contacter, pour que j'aille éventuellement jouer à la Juventus, puisque Giovanni Agnelli me voulait absolument. Ce but contre l'Italie, que nous avons déjà vu, n'était sans doute pas pour rien dans la décision du président Agnelli d'engager le numéro 10 français. Dino Zoff, gardien de l'Italie, mais aussi de la Juve, avait dû entretenir son président des qualités du français. Vous savez, la France aime bien ses héros, elle n'est pas trop contente de vous voir partir, même dans un club tout proche comme la Juventus de Turin. Et n'était-il pas question à un moment donné que vous puissiez aller au Paris Saint-Germain? C'est difficile pour moi d'aller dans un autre club quand vous vous êtes battu pour les couleurs d'un club. Quand on passe de Nancy à Saint-Étienne, c'est logique parce que Saint-Étienne c'est le meilleur club français. Mais ensuite qu'on aille de Saint-Étienne à Paris ou de Saint-Étienne à Marseille ou de Saint-Étienne à Bordeaux, ça dépend, ou de Saint-Étienne au Matra, je crois que si vous avez envie de progresser, il faut aller tenter une expérience ailleurs. Avant lui, peu de Français ont su briller en Italie. Le voici qui débarque tout de même chez les nouveaux champions du monde. Et pour y découvrir une pression jusqu'alors insoupçonnée, celle des médias, du public, des tifoses, prêts à brûler leur idole au moindre de leurs faux pas. Chaque geste, chaque parole, chaque match prend ici une dimension 10 fois plus grande qu'ailleurs. Et Michel Platini souffre d'une pubalgie. Il finira tout de même meilleur buteur du calcio. Voilà mon but préféré en Italie. Une aile de pigeon et un lobe. Pourquoi une aile de pigeon? Regardez bien, une 1-2 avec Roberto Bettega. Bon, c'était la dernière année de la Juve. Mais un mauvais ballon de Roberto Bettega, donc il faut bien inventer quelque chose. La chance que le ballon revienne devant, l'accélération, et bien sûr le gardien joue très mal le coup puisqu'il sort avant. Mais ce n'est pas Schumacher en face, donc il me casse pas la tête. À la Juve, Michel n'arrivait pas en terrain conquis. Les plus grands joueurs du monde l'avaient précédé. Je suis arrivé à la place de Liam Brady, qui avait fait les 2 dernières années avec la Juve et qui avait gagné 2 fois le titre de champion. Et bon, arriver dans un club comme ça, c'est très 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 difficile.
En plus, les Italiens étaient champions du monde. 2 fois, ils ont gagné le titre. Donc, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'équipe, c'est la faute à Boignac et à moi. Et je vais vous raconter une anecdote extraordinaire. C'est que 2 anecdotes. La première, c'est que on est allé un jour, Boniperti nous a demandé de venir à Noël pratiquement dans son bureau avec Boignac. Il nous a reçu 1 heure. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est nous qui lui avons parlé. On lui a expliqué de cette façon-là. Si vous nous avez pris, c'est pour nous faire jouer selon notre registre. Et c'est pas pour jouer différemment. Ou prenez d'autres personnes qui correspondent plus au registre. Et ça a continué comme ça. Et l'autre fois, c'était Agnelli qui était venu voir, toujours cette même période, qui était venu voir l'Inter de Milan Juve. Et quand tu as dit, alors les étrangers, il fait, j'ai vu un seul étranger, Sanzi Muller. Les autres, je ne les ai pas vus. Boignac et moi, ça fait plaisir. Puis il a dit aussi, je n'ai pas acheté Platini pour voir Fourino faire le meneur de jeu. Et à partir de cela, malheureusement pour Fourino, ils l'ont un peu écarté de l'équipe et c'est moi qui ai pris en main l'équipe. Et à partir de ce moment-là, on a été jusqu'en finale de la Coupe d'Europe, on a fait 2e du championnat, puis après on a tout gagné, quoi. Mais il vous a dit pourquoi M. Agnelli il voulait Platini dans son équipe, un jour? Pour gagner la Coupe d'Europe. Oui, c'est vrai la Juventus avait gagné 20 fois le championnat et n'avait gagné que la Coupe des Coupes et n'avait jamais gagné la Coupe d'Europe des clubs champions. Et ils m'ont pris pour gagner la Coupe d'Europe. C'était le plus que je pouvais apporter, c'était de gagner la Coupe d'Europe des clubs champions avec mon ami Boignac. Avant cette Coupe des champions, il y a le championnat et la Coupe d'Italie. Si le message du président Agnelli a été clair, la Juve perd tout de même son scudetto au profit de l'AS Roma. Consolation, le Français marque 16 buts dans le calcio, 7 en Coupe d'Italie, épreuve qu'il remporte face à Vérone, marquant 2 des 3 buts turinois au match retour de la finale. Voici le premier. Et le deuxième. En Coupe d'Europe, la Juve est battue en finale 1-0 par Hambourg. Après la perte de son scudetto, cela fait beaucoup. Et la victoire en Coupe d'Italie paraît au bout du compte un bien maigre trophée. Il n'y a que la Coupe d'Europe des clubs champions qui intéressait la Juve. Et ce but de Magat a cassé tous les espoirs du club cher à M. Agnelli. Il y avait 80 000 personnes dans ce stade, 79 000 Italiens qui pleuraient. Et à l'époque, certains n'hésitent pas à poser la question, à 28 ans, Platini serait-il fini? Ce qui est marrant, Thierry, à la fin de l'année 83, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je suis le plus grand loser d'Europe, puisque en 82 à Saint-Étienne, on finit 2e du championnat. On perd la finale de la Coupe de France au pénalty. On perd la demi-finale de la Coupe du Monde au pénalty. Je suis 2e du championnat d'Italie l'année d'après. Et on perd la finale de la Coupe d'Europe contre Hambourg à Athènes 1-0. Et à partir de ce moment-là, il y a une continuité extraordinaire où là, je gagne la Coupe d'Italie, le mondialité des clubs qui était pas mal quand même, le championnat, la Coupe des Coupes et la Coupe d'Europe, la Super Coupe et la Coupe intercontinentale dans la foulée. Le grand complet. Le grand complet. Après la tragique soirée de Séville, s'ouvre une nouvelle aventure pour les Bleus. Qualifiée d'office pour l'Euro 84, la France dispute une série de matchs de préparation, dont celui-ci aux Pays-Bas. Platini marque un but. D'autres victoires contre le Portugal, la Yougoslavie confirment le potentiel des Bleus. Mais une redoutable équipe du Danemark les surprend à Copenhague, défaite 3-1. Dans les 16 mètres, Leroux là. Rocheteau, toujours. Oh, et Platini marque sur une grosse faute de la défense danoise son 24e but en équipe de France, du pied gauche et de l'intérieur du pied. Suivront 15 mois de rêve, le plus bel âge du football français. L'Euro 84 approche. Dernier réglage, la France reçoit l'Angleterre. Platini marque les 2 buts de la victoire. Il était important pour nous de bien se préparer pour ce championnat d'Europe en battant l'Angleterre au Parc des Princes. Et c'est ce qui fut fait, puisque sur une merveilleuse passe encore une fois d'Alain Giresse, je pratiquement saute plus haut que les Anglais, ce qui est un miracle encore une fois, et la mettre au premier poteau, et Shilton est battu.
Bien préparer un coup franc. Bien mettre le ballon au bon endroit et pas dans un trou. Le mettre où il y a un peu d'herbe pour que le pied puisse passer en dessous du ballon, puisqu'on veut l'envelopper au-dessus d'un mur. Ensuite, se gratter un peu le nez. Très important. Avoir la confiance de ses partenaires. Et puis voilà comment on marque un but. C'est très simple. Mais une rumeur rôde. Capitaine sur le terrain, Platini ne n'est-il pas également hors du terrain? N'est-ce pas lui qui fait et défait la composition de l'équipe de France? Comme toutes les rumeurs, ça évite aux cons de réfléchir, et donc c'est économique. C'est donc lui responsable des défaites, c'est donc lui responsable peut-être des nuits blanches. Non, si j'ai toujours prôné la collaboration, la concertation avec les joueurs les plus influents, c'est quand même moi qui prenais toujours la décision, et on ne comprendrait pas que ça puisse se faire autrement. Michel Platini, il lui suffit de lui poser la question, il répondra de lui-même. On a souvent dit, Michel Platini, à cette époque, que c'était vous-même et Alain Giresse qui composiez l'équipe de France. Non, c'est faux. Non, non, je ne me suis jamais immiscé dans les problèmes du sélectionneur, ni dans les choix du sélectionneur, en ce qui concernait l'équipe, en ce qui concernait les 22 ou les 16. Bon, certainement, le sélectionneur devait faire son puzzle autour de certaines individualités, très certainement, donc en fonction de certaines qualités de certains joueurs qui étaient prioritaires, il faisait ses choix tout à fait logiques. Non, ce qui est certain, c'est qu'après les matchs, on se réunissait toujours, et c'est vrai qu'on donnait les consignes, ou je donnais des consignes, en ce qui concernait les détails, c'est-à-dire les coups francs sur les côtés, les corners, le mur, les pénaltys, toutes les choses concrètes, mais jamais je me serais immiscé dans le choix du sélectionneur, à chacun son boulot. Auréolé d'un premier ballon. Je pense pendant ces 15 jours de fête, on a été là, mais quelle pression on avait sur les épaules. Et ça commençait bien, puisque la chance nous a aidés contre le Danemark, puisque le ballon a rebondi sur la tête du défenseur danois. Le Danemark est un adversaire coriace, la France ne s'impose qu'1-0. C'était la joie, un bon groupe, de gagner contre la... Plus disputé est le troisième match contre la Yougoslavie. Mais à Geoffroy Guichard, pour son ancien public, quel récital Michel Platini offre-t-il aux 45 000 spectateurs? Retrouver les Stéphanois 2 ans après, parfait. Centre tendu au premier poteau, toujours intéressant. Peut-être un peu une faute de marquage des défenseurs yougoslaves, mais bon, on leur pardonnera. Et quand tout va, c'est plus facile. Et on allait jouer la demi-finale à Marseille. Bien sûr qu'on a voulu faire plaisir à Joël Batz en faisant un penalty pour qu'il puisse éventuellement se régaler aussi dans une soirée comme celle-là. Mais l'arbitre n'a pas joué le jeu. 7 buts en 270 minutes et en une semaine, dont à chaque fois les 3 buts, un du pied droit, un du pied gauche et un de la tête, ce qui classe le joueur complet. Et on peut dire que c'est du jamais vu à ce niveau. C'est plus simple à négocier que les précédents. Il n'en est rien. Le duel est terrible. Malgré le but formidable de Jean-François Pire. Et Jean-François Demergue marque de but. Luis Fernandez à Gentilgana. Gentilgana a toujours trou de souris parce que vraiment il n'y a pas beaucoup d'espace. Et bien je marque le 3e but. Je fais une petite erreur. C'est lui qui nous sélectionne. Regardez bien la balle où elle passe. Il n'y a pas beaucoup de place. Mais quand même, après les félicitations que je reçois de Michel Hidalgo, je vais féliciter Gentilgana en essayant de me lâcher de Luis Fernandez. C'est vrai que c'est un numéro 6. Merci Jean. On le revoit. Il faut dire que c'est la 120e minute. Que ce soit Platini qui délivre à la toute dernière seconde la France de son angoisse, voilà qui le consacre de manière définitive comme le plus grand joueur du football français. Vaincu, la malédiction. Pour moi, c'était... De la finale face à l'Espagne, on retiendra moins la manière que le résultat. Le match bascule sur un nouveau coup franc tiré par Platini. On a eu un peu de chance au début de la compétition contre le Danemark. On a un peu de chance pendant la finale contre l'Espagne. Le coup franc est formidablement bien tiré, comme vous l'avez vu. Arconada veut récupérer le ballon parce qu'il lui tourne dans les bras, puis avec son poing droit, il la repousse dans le but. C'est une grande satisfaction, c'est le premier titre français. Image inoubliable. Autant 82 avait été l'année des rendez-vous manqués,
autant 84 s'affirme comme celle de tous les exploits. Champion d'Europe, Michel vit une année de rêve avec la Juve. Pour la seconde année, il empoche le titre de capocannoniere, meilleur buteur du Calcio, avec 20 réalisations. Il emporte par là même son premier Scudetto, son premier titre de champion d'Italie. En Coupe des Coupes, devant Porto, les Turinois savourent leur premier trophée européen depuis 1977. Si l'on ajoute à cette fête une victoire au Mondialito des clubs, on se dit que Michel Platini n'a pas volé en guise de cadeau de Noël le second ballon d'or qui lui est décerné par la presse spécialisée européenne. C'est véritablement Platini superstar. Adulé en Italie, il reçoit un second ballon d'or. Il a sa statue au musée Grévin. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Il est le meilleur joueur du monde. Seul un Maradona peut rivaliser avec lui. Sur sa lancée, Michel Platini multiplie les buts en championnat comme en coupe. Le public de Turin n'a Dieu que pour lui. Il va fêter ses 30 ans. Il connaît une joie sans égale.
Quel est le souvenir majeur que vous gardez de vos années italiennes? Comme j'ai dit dans la Gazzetta dello Sport, quand j'ai quitté l'Italie, j'ai dit, vous savez, j'avais l'impression d'être en vacances et en plus on me payait beaucoup. Et c'est le sentiment que j'ai eu. Je me suis amusé pendant 5 ans. La Juventus, j'avais une grande équipe, donc c'était plus facile. Je jouais bien, donc c'était plus facile. J'ai gagné beaucoup d'argent et en plus j'ai l'impression d'être en vacances parce que les Italiens m'adoraient. Comme je passais mes vacances en Italie quand j'étais petit, j'avais l'impression d'être dans un autre monde. En Coupe d'Europe des Champions, le hasard l'oppose aux Girondins de Bordeaux dans une demi-finale et Michel n'a bien sûr pas d'état d'âme. L'accession à une finale de Coupe d'Europe devrait normalement constituer l'un des sommets de sa carrière. Au Heysel, cela tourne au cauchemar. C'est joie de marquer, c'est joie de gagner, on me l'a reproché. Il faut savoir que depuis que je suis tout petit, je pense à rien d'autre quand je suis sur un terrain de football. C'est tout mon petit monde qui s'écroulait. Ce qu'on conçoit du football, c'est l'amitié, la collectivité, la fête avec les spectateurs, la fête avec ses supporters, une ambiance généralement bonne, un jeu quoi. Et puis à partir de ce moment-là, à partir du Heysel, bon, on change complètement d'avis. On a gagné la Coupe d'Europe des clubs champions. Il y a 33 morts. C'est un drame national, c'est un drame pour tout le monde, c'est un drame pour mon idée du football. Bon, Jacques Georges nous remet la Coupe d'Europe dans le vestiaire. Bon, j'ai pas conçu ça, quoi. Quand vous rêvez de gagner une Coupe d'Europe un jour et qu'on vous remet après une tragédie comme celle-là, la Coupe d'Europe dans le vestiaire, ça fait mal, quoi. Ça fait très mal. La face maudite d'un football rongé par la violence et la bêtise humaine. En décembre, à Tokyo, véritable finale opposant le champion d'Amérique du Sud au champion d'Europe des clubs, la Coupe intercontinentale symbolise l'éphémère revanche d'un football joyeux, de nouveau tourné vers le spectacle. Hélas, le plus beau but de Platini sera curieusement refusé. C'était pourtant l'un des plus beaux de sa carrière. Tokyo aussi, c'est un des plus beaux buts de votre histoire qui est refusé. Oui, formidable. C'est quoi l'histoire? L'histoire, je crois que c'est un corner, dégagement de la tête du capitaine argentin, qui va sur Bonini. Bonini la remet de la tête dans le centre. Moi, je suis là, je la prends de la poitrine. Je la soulève, je la mets au-dessus de deux défenseurs argentins. Je la reprends du gauche et qui va se figer dans la lucarne. Et l'arbitre de touche, qui est un petit de Singapour que j'ai revu 4 ans après. Dans l'ascenseur? Dans l'ascenseur. Me refuse le but pour un enjeu de position de brio. Oui, ce petit Singapourien, un jour je suis à Singapour, je monte l'ascenseur, et à ce moment-là, il y a un petit bonhomme qui rentre, il me fait « Monsieur Platini, en anglais, vous me reconnaissez ?» Je fais « Non, pas du tout. Je suis l'arbitre qui vous a refusé le but à Tokyo. » Je crois qu'il est sorti tout de suite de l'ascenseur. C'était même pas son étage, mais il est sorti. Elle est sortie, c'était pas son étage, mais il est sorti. Il y a quand même un petit mystère quelque part. Vous avez été 3 fois
capo cannoniere, c'est ça? Complètement. En étant pas un attaquant de pointe, en fait. Oui. Ça ne s'est pratiquement jamais produit et peut-être ça ne se reproduira jamais plus. Ça s'est jamais vu en Italie, mais c'était difficile d'être meilleur buteur en France du fait de ma position de milieu de terrain. Parce qu'en France, on marque quand même beaucoup de buts en Italie. J'en marquais pratiquement un par match en France. Mais quand vous avez Carlos Bianchi ou De Leonis qui en marqué 3 le mercredi, 2 le samedi et 2 le mercredi d'après, ça faisait 7. Vous en marquiez un tous les matchs, ça faisait 3. Mais qu'en Italie, il n'y a aucun avant-centre qui marque 3 buts par match. C'est pas possible. Et donc j'avais plus de chance d'être. Puis j'avais un joueur qui m'a fait marquer 3 joueurs qui m'ont fait énormément marquer de buts. Tardelli, Cabrini et surtout Bagnac. Championne d'Europe en titre, la France, conduite par Henri Michel, doit tenir son rang. L'accession au mondial ne constitue plus seulement un objectif, c'est un devoir. Face aux Luxembourgeois, Platini marque, puis reprend l'avion pour Turin, puis la France accueille la Bulgarie. Ballon pour Sadakov, mais intervention de Manuel Amoros, remarquable lui aussi pour sa 25e sélection à 22 ans. Pour que les Français se présentent devant le but, car il va centrer là, Bruno Bellone, voilà qui est fait, mon premier poteau, attention. Oh, il y a même, monsieur l'arbitre, oui, il a vu. Penalty, Oui, tout à fait. Il a vu. 18e minute, penalty de Michel Platini. Retenons notre souffle. Oui, penalty et but. 32e but de Michel Platini en équipe de France. Du plat du pied droit. Plat du pied qui a laissé sur place et qui a cloué les 2 pieds de Mikhailov sur la ligne de but. Parce qu'on va le revoir sous un autre angle de derrière. Regardez, il va esquisser. Il va partir du bon côté, Mikhailov, mais il reste planté. En perdant 2-0 à Sofia, la France met fin à une belle série d'invincibilité, puis s'incline à Leipzig sur le même score. Elle revit à l'automne un éternel retour. Il lui faut à tout prix battre les Yougoslaves pour se qualifier. Comme en 77, comme en 81, ce 16 novembre 85, il faut dire merci Michel. Dès la 3e minute, sur ce coup franc, Michel Platini ouvre le score. Regardez la feuille morte, le tir en banane qui va venir s'accélérer au-dessus du mur. Et là, le gardien reste carrément planté sur ses appuis, il ne peut pas bouger. But de Michel Platini. Oh, c'est fabuleux. But de Michel Platini à la 25e minute. Fabuleux comment, alors que l'équipe de France était dans une situation délicate, un joueur d'exception comme Michel Platini libère tout le monde, libère le public et certainement tous les téléspectateurs avec cette frappe de demi-volée. On le voit Michel Platini au début, déviation de José Touré, il va lever sa balle et de demi-volée du pied gauche, elle part en plein dans le coin de Stojic qui a été un petit peu masqué par son défenseur. Ça suffit, on le revoit ici au ralenti, la déviation de José Touré, le contrôle de la cuisse, voilà, de Michel Platini et de demi-volée là en drop. Elle est partie comme une fusée, elle a fusé sur le sol. Au Mondial 86, la France figure au rang des favoris. Elle ne devrait faire qu'une bouchée des Canadiens. Mais comme à l'habitude, elle démarre sans grand panache. Servi par Stopira, Papin, le nouveau venu, marque peu avant la fin l'unique but du match. Les Russes de Belanov, emmenés par l'entraîneur de Kiev, Lobanovski, sont la terreur de ce mondial. Ce tir impossible de Ratz fait craindre le pire. L'égalisation de Luis Fernandez, parti dans un raid accrocheur, soulage le clan français. Il est des matchs nuls qui valent des victoires. Platini et Giresse, ce n'est pas un secret, ne sont pas à 100%. Mais la France possède un collectif plus solide qu'en 1982. Face aux Hongrois, 3 buts,
signés Stopira, Tigana, Rocheteau, permettent à la France d'accéder aux 8e de finale, pour tomber contre l'Italie, championne du monde en titre. Séance au tableau noir. Michel connaît bien les Italiens. Définir comment on va jouer, surtout marquer Conti et Cabrini qui étaient les meilleurs éléments italiens en phase de construction. Éventuellement, travailler sur les petits détails comme les pénaltys d'Altobelli. Tout le monde se sentait concerné. C'était le champion d'Europe qui jouait contre le champion du monde. Ah, bien joué de la part de Baresi, contré encore Paramouros qui fait un très très bon début de match à l'image de son mondial. Luis Fernandez, Rocheteau qui remet à Platini, but de Platini, but de Michel Platini à la 15e minute de la partie sur une remarquable action française. Ouais, au départ, ce ballon subtilisé par Amoros et un bon dribble pivotant de Dominique Rocheteau, qui a bien démarqué, a très bien démarqué Michel Platini en position d'avancement. Rocheteau bien fait, du bout du pied avec Jean Tigana, Rocheteau, Stopira, Yannick Stopira, voilà, je savais qu'il allait venir ce but. La France est donc en quart de finale. Ce sera le 21 juin 1986 pour le 31e anniversaire du capitaine des Bleus. Ce serait... Joël Batz qui a joué son va-tout et qui a l'occasion de le jouer une deuxième fois sur ce penalty indiscutable sifflé par l'arbitre roumain Monsieur Igna et que va tirer Zico. Coup de sifflet, c'est parti. Et c'est arrêté. Bravo Joël. Bravo Joël. C'est parti, c'est arrêté. Et ben voilà. Oh non, mais ça c'est pas possible de voir ça. C'est pas possible de voir ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Non, c'est pas possible. Je ne dis rien, je vous fais remarquer. Je ne dis rien. Allez Louis. Allez mon petit bonhomme. Ouais, mon petit bonhomme, bravo. Peut-être finalement les instants les plus forts de sa carrière. Est-ce la fatigue qui, 4 jours plus tard, clouera au sol le 11 tricolore? Ou le sentiment inconscient d'avoir, après ce fabuleux quart de finale, disputé le match de leur vie? Ou la peur de perdre contre l'Allemagne? Encore et toujours. On ne reconnaît pas les Français face aux Allemands de Beckenbauer.
86, je pense qu'on avait la meilleure équipe du monde, très certainement la meilleure équipe du monde, à 2 exceptions près. C'était Alain Giresse et moi-même qui étions blessés. Alain n'avait pas participé à beaucoup de matchs parce qu'il avait été blessé longuement. Et puis moi, j'ai été blessé j'avais une pubalgie. Et c'est dommage, avec un peu plus de repos ou un peu plus de bonne santé, on gagnait la Coupe du Monde. Mais vous auriez dû gagner en 1982 contre l'Allemagne. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Contre l'Allemagne, oui, mais on ne gagnait pas contre l'Italie. On n'était pas la meilleure équipe du moment. Mais je pense qu'en 86, on était certainement en valeur absolue la meilleure équipe du monde. Et malgré la victoire 4-2 face aux excellents Belges, au match pour la 3e place, on ne pourra s'empêcher de murmurer 3e seulement. L'espoir était si grand. Bravo quand même, et bon anniversaire puisque vous êtes né le 21 juin. Ne pas faire la saison de trop. Les adieux de Platini symbolisent hélas pour la Juventus et l'équipe de France la fin d'un lustre que ni l'une ni l'autre de ces équipes n'ont retrouvé depuis. Le dernier but fut contre le Brésil pour son anniversaire et la dernière passe décisive contre l'Islande pour ses adieux. En 32 ans, je crois que ma tête avait dit stop, mon corps avait dit stop. Je crois que ça faisait 15 ans que j'étais au plus haut niveau. Ça fait 10 ans que j'étais entre les Coupes d'Europe et l'équipe de France. J'en avais fatigué de voyager, fatigué d'aller au vert, fatigué de mettre le costume du club, fatigué de manger du riz, un steak, fatigué de faire beaucoup de choses. J'en avais ras-le-bol. Ma tête avait dit stop. Je m'étais préparé depuis, puis j'étais blessé, vous savez, en 86 à la Coupe du Monde, j'étais blessé, donc ça s'est terminé, ça a duré 1 an d'être blessé. J'avais décidé d'arrêter en juin 87. Quand il m'a dit qu'il voulait finir, j'ai totalement respecté sa décision. Je savais qu'il nous aurait manqué. Mais je n'ai pas insisté comme je n'ai jamais fait avec aucun joueur. J'appelle même l'avancante de la grande Juventus, Boniperti, le jour qu'il a voulu quitter, on l'a laissé quitter parce que je n'aime pas avoir les joueurs qui jouent plus tard que leur maximum, qui partent loin de la Juventus, tous ceux qui vont jouer au Japon, ça me fait de la peine. À chaque fois qu'il jouait, c'était un régal. Il suffisait d'une passe, il suffisait d'une frappe, il suffisait d'un coup franc pour se régaler. Et la chose la plus marquante, c'est le total de tout ça finalement. J'ai beaucoup apprécié, moi qui connais beaucoup de joueurs, j'ai beaucoup apprécié l'homme et le joueur au sein du club. Un homme franc, sincère, travailleur. Le mot surprendra peut-être, parce qu'il avait son talent, il avait son génie. Mais souvenez-vous, Michel Platini étant jeune, personne n'aurait pensé qu'il fasse la carrière qu'il a faite. Il a bien fallu qu'il travaille au point de vue de l'entraînement, au point de vue physique, pour se construire un corps d'athlète et réaliser ce qu'il a fait. C'était une lanterne magique qui éclairait tout, qui éclairait surtout le jeu, mais il était aussi un soliste et un chef d'orchestre, parce qu'il savait très bien que le football était surtout un jeu de partage, et quand on partage, on ne s'appauvrit pas, on s'enrichit. Chez Platini, c'est difficile à définir le mot classe. C'était la classe, le joueur. C'est l'élégance dont il jouait. Il ne se plaignait jamais quand on lui faisait un tort. Quand il ratait un goal qui arrivait très rarement, mais quelquefois, il souriait.
il était gentil avec tout le monde. C'était un joueur exceptionnel. Il est arrivé chez nous, à la Juventus, il y avait, je crois, à ce moment-là, 7 champions du monde, plus Boniek et Platini. C'était une équipe formidable. Et dans cette équipe-là, peut-être Platini était l'étoile. Évidemment, quand il a commencé à s'affirmer comme étoile, il y avait quelques jalousies. Mais sa gentillesse a tout dépassé. C'est un Français, mais c'est presque un Piémontais. Sa famille vient de près de Novara. Il se sentait bien ici. Tout le monde l'aimait en ville. Tout le monde l'aimait en Italie. Tout le monde l'aimait à la Juventus. Je crois que le souvenir était la popularité qu'il a ajoutée à la Juventus. Quelle est la personne, quel est l'homme qui a compté le plus dans votre carrière? C'est qui? Mon père. Votre papa, oui. Oui, parce que c'est lui qui m'a donné toutes les bases du football, qui m'a fait apprendre les choses. Le moment le plus précis qui m'a fait évoluer, bon, ça n'a pas été mes qualités techniques, ça n'a pas été mes qualités physiques, mais c'était plutôt le fait de voir le jeu avant les autres, l'interprétation du football. Et un jour, je me souviens, c'était toujours, j'allais voir tous les matchs quand j'étais petit au FC Metz. Il y avait un jour un match d'anciens qui jouait là, il y avait un dénommé Kubala qui était au milieu du terrain. Et à un moment, il reçoit un ballon de la droite, Kubala, et sans regarder, il la donne à gauche. Moi, j'avais 10 ans, et je dis, mais comment ça se fait qu'il a donné le ballon? Il ne l'a pas vu, il n'a pas tourné la tête pour le voir, mais il l'avait vu avant. Et ça, je ne sais pas, peut-être parce que je pensais plus à ça qu'à d'autres choses, et ben j'ai commencé à comprendre les choses et j'ai toujours essayé de voir avant. Avec Michel Platini sélectionneur, on crut retrouver la France des belles années. Mais l'embellie ne dura pas. Alors, il faut regarder devant soi, vers la Coupe du Monde 98, pour retrouver avec Michel Platini le football qui fut toujours, de Nancy à Turin, en passant par Saint-Étienne et avec l'équipe de France, le football cher à Platini. Un football de lumière et de panache, un football de fête et d'amitié, d'espoir et de jeunesse. En 1998, se lèvera en France un nouveau soleil. Coupe du monde de football, France 98.